Aujourd'hui c'est mardi, vous êtes donc bien sur Radio Grenelle, je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Oh là, mais il va nous casser les grenades pendant encore longtemps, lui. Non mais, laisse-le, c'était la fête de la musique hier et... Tu veux dire que c'est lui qui... Oui, Papichel. Toute la nuit. Ah oui, moi aussi, quand il a sorti la cornemuse, ça m'a un peu surpris. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Si tu t'abonnes vraiment, c'est trop bien, merci. Dum, dum. Fake de la semaine. Lire les études, C'est bien. écouter les chercheurs compétents, C'est bien. leur faire dire n'importe quoi sous prétexte que ça nous arrange, C'est pas bien. Le Dendrobat Doctor n'a pas réussi à choisir entre l'indignité électorale et le délire futuristique cette semaine, donc elle en a gardé deux. Oui, les vaccins à ARN messager accélèrent la propagation du virus dans l'organisme. Non, c'est François Asselineau qui le prétend, mais les vaccins à ARN messager n'accélèrent pas la propagation du virus dans l'organisme. Oui, mais bon, en même temps... Non, François, ça ne permet pas non plus de contrôler les gens par l'esprit. Et le fait qu'elle ait réellement eu à écrire cette phrase généra chez le Dendrobat Doctor une immense fatigue. Commençons par François Asselineau. Oula, moi je vais aller chercher une pelle, hein. Il n'en est pas à sa première sortie hostile sur les vaccins, donc personne n'est surpris. Mais l'idée est suffisamment bizarre pour qu'on se demande d'où ça lui vient. En l'occurrence, l'homme politique cite une étude d'équipe allemande. Disponible en description. Ou plutôt le résumé malhonnête que le site du blogueur d'extrême droite Hal Turner en fait. Ça va finir aussi mal que ça commence. L'idée est que, suite à l'autopsie d'un patient âgé, mort du Covid alors qu'il était vacciné, on aurait retrouvé la fameuse protéine Spike dans tous ses organes. Preuve, selon lui, que le vaccin accélère cette diffusion. Vous allez me demander, comment est-ce qu'il relie de façon logique ces deux faits? Aucune foutue idée, mais on s'en tape. Il est vrai que cela n'a guère d'importance puisque la partie précédente est fausse. Un patient de 86 ans est bel et bien mort après avoir été vacciné, mais il est compliqué de dire s'il est effectivement mort du Covid. 2 semaines après sa première injection, il a été admis à l'hôpital pour des diarrhées importantes et testé négatif à son arrivée. Son état a continué à se dégrader et juste avant sa mort, alors que son voisin de chambre est découvert positif, il est testé et trouvé positif également. Il mourra le lendemain d'une combinaison d'insuffisance respiratoire Une complication du Covid et rénale. Une complication de la diarrhée chez les personnes âgées. Il est ensuite autopsié et de l'ARN viral est effectivement retrouvé dans presque tous ses organes, parmi ceux qui ont été autopsiés, soit en réalité seulement 9. Et le corps en compte plus ou moins 71 chez les hommes. Comment ça, plus ou moins? La prostate, Michel. La prostate. Principalement la langue, l'œsophage, la trachée et les poumons. Le chemin classique du virus, quoi. Vous trouvez ça déjà décevant? Mais la suite est encore pire. Pire que la suite de Jurassic Park 2? Pas loin, pas loin. La vidéo tronquée d'une conférence du très respectable professeur Charles Morgan a tourné dans les milieux conspirationnistes, lesquels affirment que le professeur explique comment les vaccins ARN contre le Covid permettent de contrôler le cerveau humain à distance. Interrogé par les médias francophones à ce sujet, C'est nous les Canadiens, on a beaucoup relayé les choses. le chercheur rappelle que cette conférence, premièrement, date de 2010, donc ne peut pas être en lien avec l'actualité, et deuxièmement, ne raconte absolument rien de ce qu'on lui impute. Est-ce que quelqu'un a réellement regardé la conférence? Demande le professeur Morgan au journaliste de Libération. Je vous mets le lien en description. Comme il n'y a pas grand chose de charitable à dire, je laisse le mot de la fin au professeur Morgan lui-même. La science permet des choses intéressantes, mais le fantasme que les gens ont d'un gouvernement contrôlant leur esprit est tout simplement stupide et relève de l'ignorance. Découverte de la semaine. La recherche avance sur la compréhension des Covid longs. Si on ignore toujours la cause à proprement parler, une nouvelle étude Disponible en description. montre que la prévalence est en revanche inquiétante. Parce que, j'avoue, je suis fatigué d'entendre à longueur de journée les... Oui, mais ça ne tue que les vieux. Si on est jeune, on n'a quasiment aucun risque d'en mourir. Pourquoi est-ce qu'on se ferait vacciner? Papichel, t'es pas jeune, toi? Si, Ah non. si. Et la réponse est, manifestement, Parce que mourir n'est pas la seule chose dramatique que ce virus peut vous faire. Nom d'une orchidée fétide. Est-ce vulgaire? Non, pas vraiment. Mais c'est vulvaire, assurément. l'étude montre ainsi que, en moyenne, près d'un quart des patients atteints par le Covid ont des symptômes et des effets secondaires qui persistent des mois après la maladie. Bien sûr, ces cas sont plus nombreux chez les patients graves qui ont dû être hospitalisés. La moitié d'entre eux souffrent de symptômes invalidants des mois après. Mais 27% et demi des malades n'ayant pas dû être hospitalisés ne sont pas épargnés. Et plus inquiétant, même les patients complètement asymptomatiques pendant la maladie peuvent développer des symptômes post-Covid une fois à nouveau négatifs. 19% des asymptomatiques sont atteints par des douleurs, des difficultés à respirer, une grande fatigue ou encore de l'hypertension, alors qu'ils n'en avaient pas avant. Et la tranche d'âge la plus touchée en proportion est celle des 19-29 ans, avec 25,4% des cas. Et pour répondre à un abonné qui avait posé la question la semaine dernière mais que je ne retrouve plus, oui, les troubles de la thyroïde comptent bien parmi les symptômes largement retrouvés. La thyroïde, c'est ce qu'on fait à l'acrobranche? Il y en a pas un qui veut lui faire un check du coude dans le visage? Oui, moi. Écoute, petit gars, c'est pas contre toi, mais
Si d'ailleurs, c'est contre toi. Je passe en 2. Piste de la semaine. Clofoctol. C'est un Pokémon? Non, c'est un antibiotique sous forme de suppositoire. Oh, chic. Ça avance du côté de l'Institut Pasteur de Lille. Après avoir fait des tests de sécurité et passé ses demandes en bonne et due forme, le centre de recherche va tester son traitement sur plus de 600 patients. Afin d'en évaluer l'efficacité. Il se fera en partenariat avec 5 centres hospitaliers des Hauts-de-France et sera proposé aux patients positifs en début de maladie, contre placebo et en double aveugle. Les résultats sont attendus début septembre. Notre source nous vient de l'Institut Pasteur de Lille et de l'ANSM. On dirait vraiment que tu vises quelqu'un quand tu dis ça comme ça. Mais non, Michel, mais non. Impasse de la semaine. Réticence vaccinale. Alors que le plafond de verre semble déjà atteint pour certaines tranches d'âge, la question se pose à nouveau. Pourquoi en France est-on aussi réticent à la vaccination? Un excellent article publié sur The Conservation Et disponible en description. montre qu'il ne s'agit pas d'une impression, que la France se démarque des autres pays, y compris de ses voisins. Et on se démarque de loin, de très loin, et pas d'une bonne façon. Et allez que je te critique le français, bientôt qu'on pourra plus rien dire, de toute façon c'est tous les mêmes, moi je vous le dis de mon L'article temps. pointe plusieurs raisons. En effet, enfant gâté. Les pays qui ont bénéficié d'une bonne couverture vaccinale depuis longtemps ne constatent plus les effets délétères des virus et tendent à voir les vaccins comme une contrainte plutôt que comme une chance. Un accès facile et abondant à toutes les informations sur le sujet, y compris les fausses. Un lien est ainsi avéré entre la consommation internet des parents et la faible couverture vaccinale chez les enfants. La défiance envers les institutions. Une particularité nationale puisque les Français ont le score de défiance envers leur État le plus élevé d'Europe. Le cas particulier du H1N1. On termine avec le fait que l'épidémie ait été moins grave que prévu et le vaccin non nécessaire est à l'origine de la chute en France de l'opinion très favorable sur les vaccins, avec un passage de plus de 42% à peine 15%. Mauvaise nouvelle de la semaine. Russie. Les cas flambent à Moscou aux prises avec le variant Delta. Delta, c'est quelle ville ça déjà? Mais non, c'est le nom de l'ancien variant indien, pour ceux qui n'ont pas suivi. Les nouveaux cas sont à plus de 9000 en 24 heures contre seulement 3000 il y a 15 jours, et l'emballement ne semble pas prêt de s'arrêter. Les autorités ont annoncé rendre le vaccin obligatoire pour certaines populations. Un défi alors que seuls 13% des Russes sont primo-vaccinés, la plupart n'ayant pas confiance dans le vaccin Sputnik V, seul disponible en Russie. Bonne nouvelle de la semaine. France. Toute la France métropolitaine est dans le vert. Moins de 50 cas pour 100 000 habitants. C'est trop bien. La situation se stabilise doucement en Guyane et la montée semble s'être arrêtée en Réunion. Guyane et Réunion, les deux seuls départements à dépasser ce seuil. Le pays approche doucement mais sûrement des plus de 50% de primo-vaccinés et a franchi le seuil du quart de sa population complètement immunisée. 25% complètement immunisés. Un plafond est bel et bien là pour les plus de 75 ans qui stagnent entre 80 et 85% de primo-vaccinés et qui viennent d'être dépassés par les 65-74 ans. À la traîne car éligible en dernier mais très motivés, les 18-29 ans. 18-29 ans qui approchent quant à eux des 40%. Mais Michel, mais t'as un souci avec les accents? Mais non, mais ça me faisait vachement penser à une course de vélo et... Vous êtes combien dans ta tête, Michel? Voilà, j'ai arrêté de compter après la 4ème personne. Bah pourquoi t'as fait ça? Bah parce que je sais pas compter après. Qu'est-ce que putain de quoi? Alors, le Dendrobat Doctor, elle ne regarde pas le foot, elle ne s'y intéresse pas, elle sait que c'est un truc qui existe vaguement et elle suit le calendrier des matchs au rythme des cris et des lamentations de ses voisins. Autant vous dire que, pour qu'elle se mette à se documenter sur le sujet, faut vraiment la pousser. Et c'est ce qui lui est arrivé la semaine dernière. Pour ceux qui, comme moi non plus, ne suivent pas l'Euro, un événement marquant s'est produit samedi dernier lorsque le Danois Christian Eriksen s'est effondré sur le terrain. On sait tous que les joueurs font souvent semblant, mais un humain qui s'écroule rapidement sans mettre les bras en avant pour se protéger est un signe particulièrement alarmant. Ni son capitaine, ni ses coéquipiers, ni même les joueurs adverses ne s'y trompent, Eriksen vient d'être victime d'un très grave malaise cardiaque. Réanimé sur le terrain, il est hospitalisé en urgence et donne de ses nouvelles aux fans quelques jours plus tard. Il passe des examens, mais pour l'instant, on ignore ce qu'il a et si sa carrière est finie ou pas. Ça pourrait être la belle histoire d'un homme qui a survécu grâce à la réactivité de ses coéquipiers. Et ça pourrait s'arrêter là. Arrive Francis Lalanne. Ah, vous vous y attendiez pas, hein? Bah moi non plus, c'est un peu comme l'Inquisition espagnole. Le chanteur tweet et s'insurge du silence et de l'omerta qui règne autour de cet incident car personne ne s'interroge pour savoir si ce serait pas le vaccin qui aurait provoqué ça. Le bruit enfle et le directeur du club de Milan, Où le joueur joue quand c'est pas la compétition pays contre pays, pendant lesquels il joue avec le Danemark du coup. bref, le directeur dément expliquant que Eriksen n'est pas vacciné, mais qu'il n'a pas non plus eu le Covid, et que ce n'est pas non plus une conséquence de la maladie. Bon bah voilà, ça s'arrête là du coup. Reviens Francis Lalanne. Ah bah non mais là c'est lourd là quand même. Il explique que le directeur du club, Couvre le mensonge sur la vaccination. et il cite l'équipe. On n'a pas tous les mêmes sources, mais au moins, il y a une source.
Il y a un effort. Non, mais il y a un effort. Qui dit que les joueurs de l'Italie ont reçu leur deuxième dose le 24 mai. Bon, j'y connais rien au foot, mais quand on parle des internationaux italiens, je comprends quand même qu'il est question des joueurs italiens, pas de ceux qui jouent juste en Italie. Et Eriksen, comme son nom l'indique, il est danois. Et la fédération danoise a confirmé lundi à l'AFP que non, ils n'avaient pas fait vacciner tous leurs joueurs. Bon, si ça continue, j'annonce, je me barre. Insiste, Francis Lalanne. Ah merde. Qui affirme le lundi donc, changeant de scénario que, en fait, tout l'Inter de Milan aurait été vacciné fin mai. Il se base pour ça sur un journal allemand qui rapporte l'hospitalisation pour Covid d'un joueur de l'Inter et qui explique sa contamination par le fait que Toute l'équipe n'a été vaccinée que vendredi. soit le 28 mai. Bon, j'y connais rien au foot et je parle très mal allemand. Il n'empêche que le joueur en question est chilien, que l'équipe dont il est question est celle du Chili et que le joueur confirme le 28 mai sur Twitter qu'il est vacciné avec en photo derrière lui une clinique au Chili. Bon, c'est bon, c'est fini là. Parce que faut vraiment qu'on bosse en fait. S'acharne, Francis Lalanne. Non mais c'est dingue ça. Qui insiste en disant que si tout l'Inter est vacciné et cite la Gazzetta del Sport où le directeur médical du club dit que tous les joueurs seront vaccinés pour la saison prochaine. J'ai vérifié. La saison prochaine pour l'Inter ça commence le 22 et cette fois-ci on va vraiment arrêter. Je sais même pas pourquoi je crie. Copain, tu veux que je te remplace? Oui. Bon, on va s'arrêter là. Déjà parce que se servir des problèmes de santé des gens pour pousser des théories conspirationnistes boiteuses, c'est moche. Mais exploiter l'accident d'un sportif dont la carrière est peut-être terminée parce qu'il a été foudroyé sous les yeux de tout son pays et sa famille qui ont cru le voir mort devant les caméras du monde entier, c'est au-delà de l'indigne. Il y a vraiment des gens qui sont nés avant la honte. Point méthode de la semaine. La méthodologie dans la vraie vie. Nouvelle petite parenthèse. La parenthèse, c'est l'espèce de petit guépard là? La panthère. Oui, la... Ah bah non, non du coup. Souvent, on demande au Dendrobat Doctor La méthode c'est bien, mais à quoi ça sert dans la vraie vie, dans la vie réelle, quand on n'est pas chercheur ou qu'il n'y a pas une épidémie mondiale en cours? Eh bien, croyez-le ou non, Mais croyez-nous quand même. le Dendrobat Doctor a reçu il y a peu une magnifique leçon de méthodologie civile via une conférence du STRAS. Mais si, le syndicat du travail sexuel en France. Ah oui, donc dans la catégorie rien à voir avec la choucroute, je pense qu'on fera pas mieux là. Reprenons depuis le début. C'est un T-Rex? Non mais on reprend pas depuis le début de la planète, on reprend depuis le début de l'histoire, Michel. Ah. Cela fait longtemps que les conférencières constatent des différences énormes entre ce qu'elles vivent et les chiffres démentiels qu'on leur oppose. En l'occurrence, elles ont traité dans cette conférence les sujets suivants. Plus de 70% des prostituées ont déjà fait une tentative de suicide. L'âge moyen d'entrée dans la prostitution est de 14 ans. Et L'espérance de vie des prostituées est de 34 ans. du coup, elles se sont dit qu'il fallait trouver d'où ça venait, et donc remonter à la source. Le travail a laissé le Dendrobat Doctor et tous les collègues chercheurs avec qui elle l'a partagé admiratifs. Dans certains cas, les études se citaient tellement entre elles qu'il a fallu commander aux États-Unis des ouvrages édités dans la première moitié du XXe siècle. Et c'est ainsi que l'on découvre que quand on dit Plus de 70% des prostituées ont déjà fait une tentative de suicide. c'est en fait Les 2/3 d'un échantillon de 16 prostituées dans un bordel de Los Angeles au sortir de la Première Guerre mondiale ont déjà fait une tentative de suicide. Mais ça veut dire que la source elle a 100 ans pour un sujet d'actualité? Bah oui. Dans d'autres cas, les articles s'autocitaient tellement les uns les autres que retrouver la seule et unique étude d'origine était un parcours du combattant. Et c'est comme ça que L'âge moyen d'entrée dans la prostitution est de 14 ans, s'avère être une étude sur la prostitution chez les mineurs. qui n'a donc étudié que des mineurs, et qui du coup ont commencé forcément mineurs. En fait je sais pas pourquoi je vous explique ça. Si, je sais pourquoi je vous explique ça, parce que je peux le faire. Et parce qu'on a vraiment que ça à faire de notre dimanche matin. Et surtout, le Dendrobat Doctor et ses collègues ont adoré entendre quelqu'un complètement extérieur au domaine scientifique expliquer bien mieux comment et pourquoi il faut constituer des groupes contrôle fiables. Bien mieux que certains membres de l'élite de la recherche. Si ça vous intéresse, le lien de la conférence est en description. Mais je vous préviens, il s'agit d'une population très fragilisée par la crise, stigmatisée et précaire. J'attends de vous un comportement exemplaire si vous vous décidez à commenter. Je vais aller commenter et mettre des bisous partout. Mais Michel, enfin, on fait pas des bisous aux gens qu'on connaît pas comme ça, sans prévenir, un peu de tenue. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne et on y retourne dans 2 semaines, car l'épidémie ne se termine pas avec la fin du couvre-feu. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Mais pourquoi on fait un bisou du coup? Oui, non mais là on fait le bisou de... Attends, c'est pas pareil, Michel. Bon, tu me connais, je suis honnête. Ah bon? Bon, faut pas confondre le... Enfin, il y a bisou et bisou, tu vois ce que je veux dire? Bah non, pas trop. Non, mais t'es trop jeune, je pense. C'est... Est-ce que je t'ai déjà dit que tu chantais super bien? Bah non plus, non. Eh bah, tu vois que je suis honnête.